essayer de répondre à vos questions, donc d'aborder les différents points avec mon regard effectivement de chercheur sur ces questions. D'abord, ce que vous avez pointé sur la diversité des acteurs qui sont susceptibles d'intervenir au nom finalement de la population, c'est-à-dire qui sont en position de représentants potentiels de la société. Et on a tendance à voir ça comme un problème, cette diversité d'acteurs. On peut renverser la perspective en disant le processus de représentation politique, il repose sur la concurrence de ces acteurs. Certains ont un mandat, certains ont un statut, et effectivement, il est d'usage de considérer que les élus ont un rôle privilégié dans cette concurrence entre acteurs qui disent « je représente », mais il faut que les élus aussi s'interrogent sur la base de leur représentativité. C'est-à-dire qu'un élu en milieu urbain aujourd'hui a été élu par rarement plus de 20% de la population adulte de son territoire. Est-ce qu'il peut revendiquer le monopole de la représentation dans ce jeu-là? Est-ce qu'il peut dire « voilà, la démocratie c'est moi et il n'y a pas de démocratie en dehors de moi ». C'est une vraie question. Donc le fait qu'il y ait cette concurrence, c'est plutôt sain. Alors il a le droit de dernier mot, et c'est vrai que nous sommes dans le cadre d'une démocratie représentative et il faut un dernier mot, mais qu'il compose avec cette diversité d'acteurs est plutôt une bonne chose. L'efficacité d'un processus de concertation repose très souvent sur la participation d'acteurs au statut différent, de citoyens qui participent dans le cadre des dispositifs de démocratie institutionnelle, des citoyens qui restent opposants et qui effectivement gardent une forme d'autonomie critique quelquefois très radicale à l'égard des élus, et puis de citoyens qui ont un pied dedans, un pied dehors, et c'est à cette condition-là finalement que la participation elle a un sens politique et elle est efficace. La deuxième diversité sur laquelle il faut insister, c'est la diversité des formes d'expression. L'un des problèmes majeurs qu'on rencontre dans la démocratie participative, c'est qu'en fait, il y a des dispositifs qui ne privilégient qu'un seul format d'expression. Et le plus souvent, le format d'expression qui est celui que privilégient les citoyens en position de pouvoir, où qu'ils soient. Bon. Ça, évidemment, ça biaise totalement le dispositif. Donc privilégier différents formats d'expression, différentes formes d'expressivité, alors artistique, ludique, moi je crois beaucoup à la possibilité de recourir au jeu dans les dispositifs participatifs, privilégier des formes de témoignages, etc., c'est la garantie finalement qu'il n'y a pas une forme de privilège qui est donnée à ceux qui sont capables d'utiliser la rhétorique, le discours, l'argumentation prétendument rationnelle au détriment de tous les autres. Et troisième diversité, c'est la diversité des formes d'expertise. Alors, d'abord, se méfier quand même de ce terme d'expertise. Il y a une manière de dire, bon, les citoyens, ils n'ont le droit à la parole qu'en tant qu'experts d'usage. Et de plus en plus, il me semble que les élus et les techniciens, les gens des services reconnaissent la légitimité de cette expertise d'usage. C'est-à-dire, bon, vous connaissez bien les espaces sur lesquels on intervient, et vous savez ce que vous allez pouvoir en faire, donc il est légitime qu'on vous donne la parole. Mais la perspective, elle est purement fonctionnaliste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement sur ce registre que les citoyens sont considérés comme légitimes. Or, ils ont aussi des capacités d'imagination qu'on peut stimuler à travers un certain nombre de dispositifs. Ils ont le droit d'inventer, de se projeter, de réfléchir à ce que peut devenir la ville, et on peut imaginer des outils qui mobilisent ces capacités. Ils ont le droit, j'y reviendrai, ils ont le droit de ne pas s'y intéresser. C'est aussi vrai, mais ils ne doivent pas être forcément cantonnés dans ce rôle d'experts de leurs propres usages. Il y a des citoyens qui ont des connaissances, des savoirs professionnels qu'ils peuvent mobiliser pour contester les données qui accompagnent les projets. Ces savoirs professionnels, ils sont très très utiles.
Et il y a des formes d'attachement, de sensibilité, et puis il y a aussi des intérêts. Alors n'oublions jamais, le langage de la concertation gomme souvent l'idée qu'il y a des intérêts divergents. Il y a finalement des intérêts en jeu très forts, il y a des rapports de force, et finalement on peut ne pas être là uniquement au titre d'expert, mais au titre de défenseur de ses propres intérêts. Pourquoi la concertation, d'un certain point de vue, se voilerait les yeux dès qu'il s'agit d'intérêts? Bon, elle doit aussi gérer des rapports de force. Et c'est la combinatoire de ces différentes formes d'expertise, cette composition, ces mobilisations composites qui font la bonne participation, qui font la bonne concertation et qui font les mobilisations efficaces. Et c'est cette alliance entre des classes moyennes qui peuvent recourir à des registres de savoir experts au sens traditionnel et les catégories populaires qui, elles, parlent au nom du sensible ou au nom qui fait effectivement les mobilisations efficaces. Ce sur quoi je voudrais insister, il faut prendre au sérieux la concertation. J'ai l'impression qu'on le fait ici dans le Grand Lyon. La concertation, c'est une affaire sérieuse. On pourrait dire que ce n'est pas une affaire sérieuse de multiples raisons. Dire, en fait, la démocratie, c'est du conflit. La démocratie, de toute façon, ça ne peut pas être l'archère du consensus. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est de dire finalement tout se joue hors des dispositifs de concertation, dans des formes de négociation, et la concertation, c'est une forme de paravent. Bon. En fait, ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que l'expérience montre que c'est pas vrai. Le fait de faire une concertation sérieuse, professionnelle, dans la durée, ça c'est un point très important. Il y a une tendance qui consiste à dire qu'il faut essayer de concerter, mais alors que ça ne prenne pas trop de temps. Hein. Bon, mais pour restaurer la confiance et pour approfondir une controverse, il faut beaucoup de temps. Et la concertation, ça demande un soin tout à fait particulier, ça demande un professionnalisme, des moyens, du temps, et effectivement, ça permet, dans ces conditions-là, de produire des effets qui sont, à mon avis, profitables à la qualité des projets. On ne dit jamais ça, c'est-à-dire que pour que les projets soient qualitatifs, il faut avoir écouté tous ceux qui ont quelque chose à dire sur ces projets. Tant qu'on ne l'aura pas fait, on a une probabilité beaucoup plus forte de faire des projets qui ne sont pas ajustés aux problèmes auxquels ils sont censés répondre. Troisième problème, l'accès aux informations. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit à un moment, tout est disponible, etc. Moi je me souviens que quand j'étais membre de la commission Richard, qui était censée réformer le dialogue environnemental, on avait décidé d'auditionner 10 collectifs d'habitants mobilisés contre ce qu'ils appellent des grands projets inutiles. Et en fait, le point commun à tous ces collectifs, c'était leur difficulté d'accès à l'information pertinente. Et qu'effectivement, ça c'est un problème majeur. Le problème de la contre-expertise n'est pas un petit problème, n'est pas un faux problème. Il y a une forme de rétention quand même, et qui est d'autant plus forte que le projet a des enjeux politiques et financiers importants. Il y a une rétention d'informations, il y a un refus de mettre sur la table toutes les études qui motivent le projet, qui peut être extrêmement problématique. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, la place des élus, alors moi c'est un de mes grands classiques, ce que j'ai écrit à de nombreuses reprises sur le piège de la proximité, fait qu'il y aurait un vrai problème à renvoyer l'habitant dans le micro-espace du quartier et à dire que l'élu est le garant de l'articulation entre l'intérêt général et les intérêts particuliers. Ça amène, d'un certain point de vue, à faire en sorte que souvent, il n'y a pas de véritable concertation à d'autres espaces que l'espace du micro, que l'espace de l'aménagement des places, c'est-à-dire, bon, et on dire pour le reste, bon, c'est, voilà, ça se passe à un autre, et là, le citoyen est rarement convié à l'espace où se prennent véritablement les décisions qui vont avoir une influence sur les quartiers. Et donc, cette division du travail ou cette répartition des rôles, elle est un peu compliquée. Alors, je pense qu'il faut privilégier, je suis heureux que des gens du Conseil de développement soient présents ici, l'échelle de la participation à l'échelle métropolitaine, même si c'est difficile.
Même si c'est compliqué, il est inadmissible dans un pays comme la France, qui se revendique comme démocratique, qu'il n'y ait pas de véritable espace public de délibération et de discussion qui inclut les citoyens ou les représentants à l'échelle intercommunale. Oui, la question de l'invariant, ça m'avait fasciné. Dans la plupart des concertations, il y a des invariants, mais les élus n'osent pas se dire que ce sont des invariants. Et mon expérience des débats publics fait que tout ce dont on ne veut pas discuter finit par revenir par la fenêtre. Et finalement, il n'y a pas de limite, dès lors que la concertation est un peu ouverte, il n'y a pas de limite au discutable. Il n'y a pas de, on ne peut pas confiner l'espace de la discussion à certaines questions. Et ça me réjouit. Et ça, c'est ce qui me fait croire encore un peu aux démarches de participation et aux démarches de concertation. C'est cette capacité finalement que l'on a à monter en généralité lorsqu'on est citoyen, puisque effectivement, toute la question est celle de l'opportunité. Dernière question. La question majeure des conditions de la participation du plus grand nombre, et en particulier, puisqu'il faut appeler un chat, des catégories populaires, voire même, pour désigner le chat encore plus précisément, des pauvres, dans nos démocraties. Ça, c'est une question évidemment qui engage des conditions et un contexte beaucoup plus large que celui de nos concertations, c'est-à-dire qu'on est dans des démocraties qui ont tout fait pour que les citoyens participent le moins possible en dehors des moments de l'élection, et je persiste et je signe, c'est-à-dire que des sociétés qui sont fondées dans une certaine mesure sur la passivité des citoyens et sur le fait qu'ils se consacrent d'abord à leur rôle de consommateurs et à leur rôle de producteurs, beaucoup plus que des acteurs de la démocratie. Pourquoi ? Parce que nous avons trouvé une solution à la question du politique, c'est-à-dire qu'il y a une fraction de la population qui ne fait que ça. Et nous sommes allés très très loin en professionnalisant, c'est-à-dire on a des agents spécialisés qui vont gérer les problèmes liés au collectif, et les citoyens vont les désigner, c'est déjà quelque chose d'énorme, hein. Il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas du tout envie de participer, ou en tout cas qui n'ont en aucun cas envie de participer sur tous les sujets, et qui sont très contents de cette division du travail politique. Simplement, il y a un vrai problème lorsqu'elle est entretenue d'une manière telle qu'il n'y a plus d'espace pour les citoyens qui voudraient participer, pour participer, et de manière à ce que l'on ne donne aucune prise aux citoyens sur le processus de décision. Et c'est un peu sur cette tendance que nos démocraties sont allées, c'est-à-dire à une fermeture des espaces de la prise de décision, qui font qu'ils ne sont plus lisibles pour les citoyens et qu'ils ne sont plus accessibles. Les experts, les techniciens, les groupes d'intérêt peuvent y accéder, mais les citoyens plus du tout. Ils ont perdu confiance en eux, et les conditions matérielles de la participation, elles sont plus là. C'est-à-dire que quand vous devez travailler jusqu'à élever des enfants, etc., vous avez très peu de temps à consacrer à la chose publique. Donc, il ne faut pas s'étonner de ce que la plupart des citoyens ne sont pas capables de se mobiliser sur les dossiers qui sont censés les intéresser. Mais la bonne nouvelle, c'est que néanmoins, il y a des dispositifs, il y a des conditions, il y a des possibilités de les mobiliser, et on les connaît. Ça ne garantit en aucun cas un résultat, hein, mais en tout cas, il faut essayer, lorsqu'on le souhaite, de les activer. Et puis la question que j'avais posée il y a quelques semaines, j'étais dans un débat sur la précarité avec les gens d'Emmaüs, ATD Carmonde. Il ne faut jamais oublier qu'en fait, on n'a pas très envie que les catégories populaires se mobilisent, parce que quand elles se mobilisent, à ce moment-là, elles ont de telles exigences, elles ont de tels problèmes, elles ont de telles questions que ça devient très difficile de les satisfaire. Donc en fait, personne ne veut vraiment les faire participer, parce qu'une fois qu'elles participent, après il est très difficile de faire machine arrière. Je répète encore une fois ce que j'ai dit, la mobilisation des citoyens dans leur ensemble, et en particulier la mobilisation des catégories populaires, elle ne se fait jamais d'elle-même. Elle ne se fait jamais sans l'intervention d'intermédiaires, d'acteurs qui effectivement organisent cette mobilisation. Et puis dernière chose,
La grande nouveauté de ces dernières années, c'est qu'il y a une partie des citoyens, et qui, parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils sont désespérés quelquefois, parce qu'ils sont dans une situation de défiance à l'égard de l'État, il y a plein de citoyens qui n'attendent plus que l'État intervienne pour intervenir eux-mêmes et pour faire eux-mêmes. Moi j'appelle ça la démocratie du faire. Alors là on n'est plus dans la démocratie du débat, du discours, on n'est plus dans la démocratie électorale. Il y a des gens qui disent j'attends pas tout de l'État et moi je fais ma part. Bon voilà, et il y a une valorisation de ces formes de mobilisation. Et pour moi, la démocratie, elle est composée de tout ça. Elle est composée de la démocratie électorale, elle est composée de ce qu'on appelle la démocratie participative institutionnelle, elle est composée de ça. Alors, les mettre en tension ou considérer qu'il n'y a qu'une seule forme démocratique, ce serait une erreur absolument magistrale.